Arthur, je suis ravie de t'accueillir pour cette première session de Leader Talk de l'année 2021, qui plus est en présentiel. Salut Alice, je te remercie. C'est pas hyper Covid-friendly, mais on s'est fait tester juste avant le tournage. Oui, donc c'est bon, on est clean. Donc, anciennement avocat au barreau de Paris, aujourd'hui tu exploses sur YouTube en tant qu'influenceur. Rien que ça. En tant qu'influenceur du coup dans les domaines du droit, de l'innovation et de la tech. En plus de ça, les professionnels du droit font appel à toi en tant que consultant stratégie digitale et innovation juridique. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Pour commencer, qu'est-ce qui pour toi caractérise la transformation digitale du droit et quels sont les acteurs concernés ? Waouh, c'est un grand mot, ça. C'est une grande question. Pour moi en fait la transformation digitale du droit, c'est juste le sens de l'histoire du droit jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est vrai que je pense que tu sais, tu es en droit, tu as fait des études, le droit a tout le temps innové en fait, à toutes les époques. Que ce soit avec la création du Code Napoléon, que ce soit avec la création plus récemment de différents mécanismes comme la médiation, comme l'arbitrage. Et aujourd'hui, on tend vers une autre évolution qui est le digital. Parce qu'en fait, le droit a toujours été en phase avec les besoins et les comportements de la société. Et aujourd'hui, voilà, on utilise Amazon, on utilise... La vidéo n'est pas sponsorisée par Amazon, je précise. On utilise Apple, on utilise pas mal de choses. Et le digital fait aujourd'hui partie du commun de tout le monde. Et donc, c'est normal que le droit s'en empare et qu'aussi les professionnels du droit sont amenés à utiliser des outils. Mais ça, en fait, je dirais que ça vient d'où ? Ça vient surtout d'un besoin des justiciables, un besoin des consommateurs. Parce que même si le droit, c'est une matière qu'on peut dire un petit peu noble, etc., en fait, les justiciables consomment du droit aujourd'hui comme n'importe quel produit. Et ce qu'ils attendent, c'est une réponse qui est plus rapide, une réponse tout aussi experte et une réponse qui parfois est moins chère. Mais un avocat, de l'autre côté, doit être rentable. Il doit, mine de rien, faire tourner son petit business. Et du coup, les outils digitaux sont là pour permettre à l'avocat de continuer à répondre aux besoins du client avec son côté expert, sa réponse métier, et de l'autre côté, à offrir un service supplémentaire au client, que ce soit un service en termes de coût qui peut être un peu réduit, par exemple en automatisant certaines tâches, que ce soit un service en termes de réactivité, parce que du coup maintenant, grâce à certains outils, on peut répondre plus vite, on peut satisfaire plus rapidement aux besoins clients, mais aussi en améliorant complètement la relation. C'est-à-dire en lui permettant d'accéder à des services en ligne, en lui permettant de travailler de manière beaucoup plus collaborative avec son client, en l'accompagnant derrière sur une facturation qui est beaucoup plus transparente. Donc finalement, c'est un peu ça la transformation du droit, c'est une évolution des besoins des gens, c'est une évolution aussi de la société et c'est les avocats, les juristes qui sont forcés d'y répondre. Et tu me posais une question sur quels acteurs sont concernés. Un petit peu tous les acteurs qui font du droit, je te dirais, donc les cabinets d'avocats, j'en ai parlé, mais aussi les directions juridiques qui travaillent énormément dessus. Donc les directions juridiques qui sont même aujourd'hui un petit peu précurseurs par rapport aux avocats parce qu'ils sont prêts à mettre des budgets pour transformer leur manière de faire. Il y a aussi les juridictions. Les juridictions commencent à utiliser un petit peu le digital, que ce soit par des plaidoiries dématérialisées. Je sais que c'est un petit peu polémique en ce moment, mais c'est une évolution, ça va dans ce sens-là. C'est aussi au niveau du service d'application des peines, au niveau du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Moi, j'avais travaillé sur le travail d'intérêt général. J'avais développé une plateforme qui leur était de faire matcher les profils des personnes condamnées avec les postes de tiges disponibles pour mieux les réinsérer dans la société. Donc c'est ça aussi. C'est le genre de plateforme au quotidien pour faciliter en fait le travail des juridictions. Et puis les notaires sont aussi très axés digital, c'est les premiers à avoir automatisé. Maintenant il y a de la blockchain, je pense que tu seras très bientôt bien placé pour pouvoir parler de ça, pour faciliter notamment de la session immobilière. Et puis ça concerne les justiciables tous les jours. Je veux créer ma société, je veux dire Legal Start, Captain Contrat, ça a été les premiers à réussir à faire arriver finalement dans la rue, à des coûts qui étaient hyper réduits, des services juridiques en ligne. Bon, je crois que j'ai un peu trop parlé, je suis désolé. Non, pas du tout. Et du coup, c'est bien, ça fait une bonne transition en plus, parce que du coup, tu parles de Legal Start. Et on observe aujourd'hui l'émergence d'une multitude de Legal Tech en fait, qui viennent au service des métiers du droit, donc tous ces métiers du droit que tu as cités. Et d'ailleurs, oui, tu fais une vidéo YouTube, les Legal Tech pour les nuls, où tu fais justement un super récap de tout ça qui existe un peu aujourd'hui et de l'histoire des Legal Tech. Cette grande histoire. C'est trop bien, donc j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller
la visionner. Et surtout, moi, je vous invite sur cette vidéo-là à vous abonner à la chaîne YouTube de Leaders Talks, à mettre un pouce bleu et à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura des super informations qui vont sortir. Yes, ça c'est clair. Et donc, du coup, tu es présent aussi dans l'incubateur du barreau de Paris. Tu côtoies sûrement des pépites de demain. Est-ce que tu pourrais nous donner en avant-première certaines legal tech qui vont exploser en fait en 2021 ? Je pense qu'il y a 4 legal tech là actuellement qui sont incubés par le barreau de Paris, qui sont assez folles. Après, peut-être que je vais faire un petit brief sur ce que c'est que l'incubateur. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est. En fait, le barreau de Paris, je pense que vous connaissez, hein, c'est l'institution, c'est l'ordre. Et à Paris, ils ont vraiment fait le choix d'investir dans la technologie et ils ont développé un incubateur qui permet d'aider des avocats qui veulent créer des projets innovants à le faire dans une période de 3 mois, avec un vrai accompagnement sur mesure derrière. Donc c'est vraiment une initiative qu'il faut saluer et qui est vraiment encouragée actuellement par les membres du Conseil de l'Ordre, par Éric Le Callennec, par Barthélémy Lemial. Donc vraiment, très bonne initiative. Et là actuellement, il y a 4 legal tech qui sont incubés, qui ont l'air vraiment sympas et qui pour moi ont un gros potentiel. Déjà, il y a mesacquisitions.com. Je pense que ça ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui on est en période de Covid, que c'est pas forcément facile pour toutes les boîtes et qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas de chiffre d'affaires parce que fermeture, hein, ça peut être les restaurateurs, les boîtes de nuit, parce que impayés. Et donc du coup, il y a une legal tech qui s'appelle mesacquisitions.com qui a décidé de résoudre ce problème finalement en créant la première marketplace dédiée à la cession d'actifs en liquidation judiciaire. C'est-à-dire concrètement, demain, tu veux créer ta boîte, tu veux ouvrir un resto, tu veux faire acheter autre chose, et bien plutôt que de te dire genre pars de zéro, je vais racheter des actifs d'occasion qui ont été créés et qui sont tombés en liquidation judiciaire. Et tout ça sur une marketplace. Et tout ça sur une marketplace où tu rentres tes critères comme sur Se Loger, comme sur Le Bon Coin, et paf, je veux un resto situé dans le 19e arrondissement, tiens, regarde ce qu'il y a, etc. Avec ensuite, il te crée un dossier de présentation avec toutes les informations financières, business, RH, aussi la localisation à côté, le marché. Et ensuite, il te permet de te positionner sur un actif avec un dossier de reprise gagnant devant le juge. Et donc ça, je trouve que c'est juste une révolution, c'est complètement un changement de façon de faire, du mode de consommation. Et derrière, c'est aussi, je pense, apporter un peu de dignité aux chefs d'entreprise qui est en liquidation parce que c'est une période qui n'est pas forcément facile. Et demain, du coup, grâce à ça, tu peux te dire, certes, t'es tombé en liquidation, c'est pas forcément de ta faute, ça peut être lié au contexte, et il y a quelqu'un qui va reprendre ta boîte. Donc tu te dis, il y a un petit côté survivance dans le truc. Donc ça, super solution. T'as Mic, qui est une solution, je pense, qui va bien marcher, qui est une application qui permet de suivre la situation administrative des avocats en micro-BNC. Donc situation sociale, administrative, fiscale. Et c'est vrai que moi, je suis le premier à avoir un peu la phobie administrative. Genre, on ne dit pas trop qu'on est avocat, mais c'est un mal qui touche énormément la profession. Il y en a plein. C'est ça. et Mic permet aux avocats de suivre leurs délais, leurs dates, combien ils doivent payer, à qui, donc plutôt bien. Tu as CyberGuardian, solution juste dans l'air du temps, qui permet d'accompagner les victimes qui sont victimes de cyberharcèlement. Donc ça quand même plutôt pas mal. Et le petit justicier, qui est, je trouve, un projet qui est génial. Et s'il y a des avocats qui nous regardent, je vous invite à vous rapprocher du petit justicier, ça peut être super intéressant. Qui est une plateforme qui permet d'automatiser la procédure devant l'État sur tout ce qui est délai anormalement long. C'est-à-dire que demain, toi, tu fais une procédure en prud'homme, tu es censé avoir, je crois, 6 mois entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement. Ou je ne sais plus si c'est la requête ou le BC. Je ne sais plus exactement. Okay. Et en fait, aujourd'hui, les délais explosent. Par exemple, à Nanterre, c'est 36 mois. Et en fait, à partir de 6 mois, tu as le droit à une indemnisation de l'État, de l'agence judiciaire de l'État. Et en fait, le justicier permet d'automatiser la procédure. Comme ça, quand tu fais une procédure au prud'homme, tu peux gagner de l'argent sur chaque mois perdu. C'est juste complètement fou parce que ça permet d'améliorer le parcours client. C'est-à-dire que toi, tu es avocat, donc tu viens de voir, le client fait la gueule parce qu'il y a du retard, ce qui est normal, tu vois, il se dit putain merde, ça avance pas, et il fait porter le chapeau à son avocat. Et derrière, toi tu peux dire non, c'est pas de ma faute, et sur ce retard, moi je te fais gagner de l'argent et ça peut presque rembourser tes frais d'avocat. Et ça, je trouve que c'est une révolution. Donc tu vois, des projets qui sont juste ultra sympas à accompagner toutes les semaines. Et donc j'espère continuer de faire ça encore un petit peu. Ah, c'est génial. Écoute, j'ai hâte de le voir émerger. Et du coup, même si on parle beaucoup des legal tech quand on parle digitalisation du droit,
Les cabinets d'avocats aussi se mettent à la page, et notamment grâce à tes conseils. Est-ce que tu pourrais développer du coup les principaux outils d'une stratégie digitale? Alors, en combien de temps? En combien de temps? Non. Écoute, t'as le temps que tu veux. Concrètement, déjà, il n'y a pas une stratégie digitale, il y a plein de stratégies digitales. Il n'y a pas un modèle unique qu'on peut appliquer pour tous les cabinets, pour tous les clients. Non, déjà, il y a plein de types de cabinets, avec des contraintes qui peuvent être différentes, des clients qui sont différents, avec des stratégies différentes. Il y a des directions juridiques qui ont des problèmes aussi qui sont à part entière, un petit peu qui sont très très différents. Et donc, concrètement, si tu veux mettre en place une stratégie digitale, la première chose à faire, c'est d'aller, toi, regarder comment tu travailles et comment travaillent tes clients, et ce qu'attendent tes clients. Et donc, il y a une importance très importante à donner juste à l'écoute, à l'analyse, à l'audit des vraies problématiques. Est-ce que ce que tu as besoin, c'est gagner du temps? Est-ce que c'est facturer plus? Est-ce que c'est faciliter l'acquisition client? Est-ce que c'est mieux travailler en interne? On ne sait pas. Donc, c'est vraiment à toi d'aller vraiment creuser dans ta façon de travailler, dans les besoins de tes clients, qu'ils soient internes et externes. Qu'est-ce qui aujourd'hui sont les points de frustration? Et à partir de ce moment-là, tu bâtis ta stratégie digitale, donc tu vas chercher les outils qui peuvent être les plus intéressants, tu vas benchmarker, tu vas aussi regarder par rapport à ce que tu as. Et puis après, voilà, tu vas faire des tests sur peut-être un micro-sujet. Et après, ce test va permettre de l'élargir à autre chose. Vraiment, voilà, il faut prendre le problème de l'art digital comme quelque chose qui ne va pas se régler en une journée, mais qui va se régler étape par étape. Donc, de manière humble, prioriser ses problèmes, se donner des petites victoires. Et ça, c'est, je pense, le meilleur moyen d'y arriver. C'est aussi regarder ce que font les autres, même s'il ne faut pas se comparer, parce que parfois, moi je le vois, dans des cabinets, c'est un peu le concours de qui est la plus grosse. C'est-à-dire qui a la plus grosse stratégie digitale. Okay. Et vraiment avoir une vraie impulsion du management, une vraie impulsion du partnership qui va dire, voilà, tiens, toi, je veux mener ce projet, donc je donne autorité à ce collaborateur pour parler en mon nom et pour faire avancer le projet. Et ça, c'est la meilleure solution pour qu'aussi le projet soit mis en application. C'est-à-dire des partenaires engagés, des collaborateurs, chefs de projet investis sur le sujet. Et après, on se donne un calendrier et on avance en mode projet, presque comme une start-up dans le cabinet, quoi. Et donc voilà, finalement, ça a aussi changé la manière de penser, de raisonner dans la fonction juridique. C'est un sujet en fait un peu sur le long terme, donc ta stratégie elle évolue au fur et à mesure, quoi. Ok. À côté de ta chaîne YouTube Arthur Sauzet, tu interviens également en tant que conférencier dans plusieurs formations. Et on a eu la chance d'écouter tes conseils. C'est moi qui ai eu la chance que vous m'appeliez, et puis vous soyez si proactif. Et vous posiez tant de questions. Non mais c'était top, tu nous as fait 3 heures de folie, on a pu comprendre ce qu'était du coup le marketing de contenu au sein du Master 2 et en apprendre plus en plus sur l'intérêt et la mise en place d'interfaces nécessaires pour une meilleure communication de sa boîte. Tu nous as aussi beaucoup soutenu pour l'établissement du podcast avec Maverick et donc nous t'en remercions. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de former dans le domaine de la création de contenu et ce domaine qui finalement est assez novateur en France? En fait, à la base, j'avais pas d'envie particulière. C'est venu comme ça. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'avais créé ma chaîne YouTube initialement comme outil de marketing d'expertise pour vendre mes prestations de conseils en stratégie digitale pour les cabinets d'avocats, pour les directions juridiques. C'était vraiment ça, juste. Et il s'avère que ma chaîne YouTube a bien marché, et marche bien, et aujourd'hui un vrai métier à part entière, une vraie source de rémunération. Et bizarrement, j'étais contacté spontanément par des cabinets, par des écoles, par des assos, pour leur créer du contenu, et pour avoir des conseils. Et j'étais invité dans des écoles, dans des conférences, pour parler de la stratégie d'acquisition en ligne, pour parler de la création de contenu, pour parler de la communication des juristes. Ouais. C'est une vraie pédagogie un peu. Et donc à partir de ça, j'ai modélisé ma façon de faire, j'ai fait des recherches, j'ai documenté et donc j'ai créé des formations pour les avocats que je propose. J'en ai fait à Lille, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait à Strasbourg sur marketing, création de contenu, développement et de l'autre côté, acquisition client. Et du coup, j'ai une formule aussi un peu réduite que je fais dans les écoles, dans les facs, pour aider les juristes et les avocats à mieux communiquer. Les avocats, c'est communiquer avec leurs clients, donc pour réussir à montrer ce qu'ils savent faire, et les juristes, c'est communiquer dans la direction juridique pour faire infuser le droit.
Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Arthur. Et merci à C'était, toi. Très intéressant. Et on va passer du coup à la minute tac au tac. Première question. C'est quoi? J'ai peur de ton truc là. Moi j'ai pas été prévenu pour ça. En vrai, t'en fais pas. La vérité, on m'a rien dit. Bon, on commence en douceur. PlayStation ou Xbox? Xbox. Ok. Ça, Tu vas te faire des ça. ennemis. Hein. Ouais, je sais. Mais je suis parti dans cette génération, tu vois. Ouais. Et bah, génération. Génération Y ou génération Z? Ah, c'est compliqué. Hein. Il y a forcément une réponse. Il y a forcément une. Non, il y a Joker quand même. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut que t'expliques. Ouais. Moi, je suis de la génération Y. La fin, finalement, c'est la génération Y. Donc, dire que je suis contre la génération Y, ce serait un peu compliqué. Mais je trouve que la génération Z, quand même, ils sont hyper créatifs. Non, franchement, je veux dire génération Z. Génération Z, parce que ils font des choses qui sont hyper créatives, ils bougent, c'est l'avenir, ils ont peur de rien. Et je trouve qu'ils ont un côté, je m'en balèque, qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que même encore notre génération, on se posait un peu des questions sur, il y avait quand même un chemin qui était tracé. La génération Z, ils n'en ont rien à branler, ils se sont pris, ils sont nés au moment des attentats, du 11 septembre, ils se sont tapés la crise écologique, ils se sont tapés les gilets jaunes, ils se sont tapés le Covid. Maintenant, c'est laissez-nous tranquilles. Et ça, j'adore. L'anarchie. Ouais, grave. Mon avocat ou Cole et Lawyer? Collier, Ok. sans réfléchir. Bon, celle-là, elle est un peu plus. Subtil. Ouais, un peu plus subtile. Ouais. Kaiser ou Franck? Ah, franchement, Kaiser. Kaiser. Ok. Kaiser Soze, hein, pour ceux qui Ouais. ne savent pas. Et Franck Sauzet, qui est un Franck footballeur. Sauzet, exactement. PSG. EFB ou EDAC? Comment? J'allais dire PSG ou Marseille, mais PSG ou Marseille? Marseille. Allez, c'est Marseille. Allez. Ouais. EFB ou EDAC? Et DAC. T'as douté un peu. J'ai douté, parce que j'ai fait les DAC, je donne des cours à l'EFB. L'EFB, il bouge beaucoup, c'est top et tout, mais à les DAC, je me suis fait mes potes, donc bon, c'est nostalgique, c'est le souvenir. Ok, je vois. Bah, du coup, on reste dans le même move. Pierre Berlioz ou Gilles Acommando Alors, pour la direction franchement, de Pierre Berlioz, largement. l'EFB. Ok. Pierre Berlioz, qui je trouve a été mal considéré par beaucoup de gens, mais juste être directeur de l'EFB, c'est pas facile, et je trouve qu'il a fait beaucoup de choses, et notamment sur le lab de l'EFB qu'il a contribué à développer. Il a donné toute la liberté possible pour le faire, donc voilà. Pierre Berlioz, de très loin, que je soutiens et que je souhaite le meilleur pour l'avenir. Ok, top. Droit ou entrepreneuriat? Entrepreneuriat. J'ai fait du droit, à la base je suis avocat, mais c'est fini maintenant. Très clairement, maintenant tu me montres un dossier, tu me montres des conclusions, je pense que voilà, je sais pas si c'est mes yeux qui saignent ou j'ai une crise cardiaque, mais c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est bon. Tarantino ou Spielberg? On relâche un peu la pression. Ah ça va, putain, j'ai peur là. J'avais peur. Tarantino. Ok, Tarantino. très bon choix. De loin. Dalloz ou LexisNexis? Alors, je viens de signer des vidéos payantes pour LexisNexis, donc mais j'ai aussi travaillé pour Dalloz, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais dire LexisNexis parce que j'ai pas encore reçu le chèque. Ok. Ton objectif 2021 de nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Franchement, mon objectif de rêve, ce serait 5000, ce qui peut paraître petit, mais vu ma communauté, qui est quand même essentiellement des avocats, des juristes, c'est compliqué de les structurer, donc ça prend du temps. Donc ce serait 5000, en objectif vraiment rêve, sinon 4000. Ok. 4000, Ça- objectif raisonnable. Non, mais je pense que tu vas arriver facilement à 5000. Bah c'est gentil, bah si tu Tu fais des très bonnes vidéos. si tu t'abonnes déjà. Ouais, non, il faut que tu m'appelles. Voilà, Mais je me voilà, suis tu vois, abonnée, mais non, c'était un mais piège. pourquoi je me Non, suis c'est abonné. D'accord. Ouais. Est-ce que Maverick il s'est abonné? Je le refais. Je me suis abonnée. Bah oui. Est-ce que Maverick il s'est abonné? Bah on va lui Je sais poser pas. la question. Hein. Non, il s'est pas abonné. Il s'est pas abonné, l'enfoiré. Il répond Je le retiens. pas. Je le retiens. Et enfin, question gaming pour finir. Ouais. Quel est ton jeu du moment? Mon jeu du moment.
Alors, je suis pas un très grand joueur. Je suis pas un très très grand joueur. Franchement, je dirais du moment où Assassin's Creed, Ok. voilà, que j'ai eu mais que j'ai pas beaucoup ouvert. Voilà. Mais sinon, moi, je suis beaucoup plus sur tout ce qui est l'univers The Elder Scrolls, donc Skyrim, Oblivion. C'est vraiment des jeux que j'ai usés, que j'ai poncé, où j'ai passé des heures. Voilà. Ok, trop cool. Bon bah top. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview trop cool. Et ben merci de m'avoir invité, c'était très cool. Et bravo pour ce que vous faites dans le master. Je vois rarement des formations comme les vôtres. C'est gentil. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.